c'est l'heure de parler cuisine avec vos hôtes, Marc et Guy. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale pour la Saint-Valentin. C'est l'épisode 22. Bonjour chers auditeurs qui nous écoutent depuis Internet ou depuis son téléphone. Bienvenue sur le podcast Parler Cuisine, podcast qui parle de toutes les cuisines. Avec notre expert Guy, nous avons à cogiter qu'est-ce qu'on pourrait parler d'un sujet qui soit de saison. Alors, Guy. Bonjour Marc. Bonjour Guy. Bonjour à tous. C'est le printemps, la sève monte, les amoureux se retrouvent, les fleuristes augmentent leur prix, il n'y a pas de doute, la Saint-Valentin est là. Grande fête commerciale décrite par tous, ancienne célébration païenne de la fécondité. Ça reste en moins quand même une fête qui peut être agréable à fêter quand on ne tombe pas dans les, dans le travers commercial derrière. Et chose que je remarque un peu dans toutes les cultures, quand on va passer un bon moment de célébration, que ce soit familial ou alors avec l'être aimé, ça passe avant tout par la table et donc par la cuisine. N'est-ce pas Guy ? Ben tout à fait. Et donc, pour l'occasion particulière de la fête des amoureux, on s'est dit, pourquoi pas parler de la cuisine aphrodisiaque, parce que tout le monde en parle, j'ai un peu du mal à cerner, parce que il me semble que ça date de l'Antiquité. Guy, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Moi, je dirais plutôt qu'on va parler non pas seulement de la cuisine aphrodisiaque, mais de la table aphrodisiaque en fait. Parce qu'il ne vous aura pas échappé, Marc, que le mot aphrodisiaque, c'est à la fois un substantif et un adjectif qualificatif. Donc ça désigne aussi bien disons, une chose qui soit aphrodisiaque en tant que telle, mais également, pourquoi pas, un climat, une ambiance, une atmosphère qui peut très bien être aphrodisiaque. Et puis, après tout, Marc, vous savez d'où vient le mot aphrodisiaque ? Du gros affreux. Du gros affreux, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Hein. Une petite idée. Aphrodite ? Bien sûr. Aphrodite qui était la déesse de l'amour et qui était donc la déesse grecque de l'amour, la Vénus des Romains. Donc finalement, si on veut définir tout ce qui est aphrodisiaque, on dira que c'est une substance, mais ça pourrait être également, je dirais, une atmosphère qui stimule le désir, qui suscite le désir. Donc finalement, nous allons un petit peu nous pencher sur la chose aujourd'hui à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais il sera un petit peu faux de ne réserver la cuisine aphrodisiaque et les moments aphrodisiaques qu'au moment seul de la Saint-Valentin, puisque finalement, on peut s'aimer toute l'année, n'oublions pas. Hein. Bien sûr, comme c'est tous les jours Noël, ou bien alors qu'on peut manger des crêpes tous les jours. Tout à fait, tout à fait. Bon, la cuisine aphrodisiaque, ça date de quand ? Ah, la cuisine aphrodisiaque, évidemment, elle est aussi vieille que le monde, mais elle ne portait pas ce nom-là, puisque le mot aphrodisiaque en lui-même, c'est un mot qui date du XVIIIe siècle. Et finalement, ce n'est pas tout à fait innocent si on pense au XVIIIe siècle, ce sont les années 1700. En France, où sommes-nous ? Eh bien, nous sommes au règne de Louis XV. Louis XV, c'est Madame de Pompadour, c'est le style rococo, ce sont les peintures un petit peu libertines de Fragonard, ce sont les aventures galantes, c'est le marivaudage, et c'est aussi le marquis de Sade. N'oublions pas que le marquis de Sade, c'est un grand personnage, disons, de la littérature érotique du XVIIIe siècle, et qu'il est né donc dans les années 1700, puis il est mort en 1814. Donc c'est vraiment symptomatique de toute une époque, cette époque, je dirais, de légèreté qui a précédé la Révolution française, avec tous les malheurs qui ont pu y être liés, en tout cas pour une partie de la Révolution française. Donc c'était une époque, je dirais, bénie de marivaudage, de liberté, de galanterie, et on a mis au point à cette occasion toute une série de plats et de recettes, je dirais, aphrodisiaques, ou en tout cas supposées l'être. Tu veux dire que le mot aphrodisiaque date de la même époque que le mot sadique ? Ah, tout à fait. Mais le mot sadisme est venu après, évidemment, puisque on a fait référence au marquis de Sade pour parler du sadisme. Mais c'est de la même époque, évidemment, que datent les deux concepts. Ce concept, il a dû bien évoluer dans le temps pour en arriver à ce qu'on en a aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'au début, avant même notre ère, avant même l'ère chrétienne, on avait vraisemblablement remarqué que toute une série de substances avaient des effets, je dirais, bénéfiques
sur la libido et sur les performances de l'homme essentiellement, puisque c'était surtout l'homme qui comptait au niveau des performances. La femme était finalement plutôt un objet qu'un être égalitaire. Comme ça, c'est fini. Ça c'est fini, bien entendu que c'est fini. Mais je vais dire par là que on avait remarqué que toute une série de substances étaient réputées comme étant des substances stimulatrices, et puis alors on a cessé de les consommer uniquement telles quelles et seules, pour plutôt les intégrer dans toute une série de plats et de recettes dont nous allons bien sûr parler un petit peu par la suite. Mais est-ce que c'est encore le cas que les substances dites aphrodisiaques s'adressent principalement qu'aux hommes? Je dirais que historiquement, elle ne s'adressait qu'aux hommes, et puis on s'est rendu compte que des substances stimulaient également la femme, et ça nous allons en reparler un petit peu plus avant. Alors au niveau des substances, eh bien on peut parler de plusieurs choses. Il y a d'une part ce qu'on appellera des épices. Il y a des substances qui ne sont pas véritablement des épices, mais qui sont des produits d'origine, je dirais, animale ou éventuellement végétale. Ce sont les plus importants. Et puis, il y a réellement des aliments que l'on peut vraiment cuisiner. Fruits, légumes, poissons, viande. Fruits, légumes, poissons, etc. Et là, je pense qu'on pourrait, disons, passer un petit peu en revue tous ces produits. Mais moi, je commencerai d'abord par autre chose, en fait. Avant de parler de l'alimentation même, parlons plutôt de l'ambiance. Parce qu'on oublie un petit peu, finalement, qu'un repas, il y a ce qu'on mange, mais il y a également tout le contexte, toute l'atmosphère. Alors, si on veut vraiment faire un repas qui soit le prélude à des choses encore plus agréables, il faut ménager une certaine ambiance. Bon, bien sûr, dans le cas d'un... C'est l'aphrodisiaque psychologique. C'est l'aphrodisiaque psychologique, voilà, exactement. Alors, dans le cas d'un couple, évidemment, il doit se ménager toute une série de petites choses. Tout d'abord, essayer de n'être qu'à deux. Donc, ça veut dire que s'il y a des enfants, on essaie de leur proposer le week-end chez les copains. Chez les grands-parents. Ou chez les copines à ce moment-là, ou chez les grands-parents. Si on vit avec sa belle-mère, on lui propose d'aller dire bonjour à sa vieille sœur qu'elle n'a plus vue depuis 50 ans et d'aller l'y conduire. Et on essaie d'être calme, d'être détendu, de manière à ce que ce soit une soirée qui soit vraiment une soirée cool et où on n'ait pas d'autres soucis à penser que simplement le fait de manger et puis de s'amuser un petit peu après. Alors, il y a aussi quelques petits trucs que l'on pourrait éventuellement souligner. Ce qui pourrait être original, c'est que par exemple, on permute le rôle. Je m'explique. La personne qui dans le couple habituellement cuisine pourrait très bien ce jour-là être l'invité ou l'invitée. Donc si c'est madame qui cuisine habituellement, son mari pourrait très bien dire, écoute chérie, aujourd'hui, ou demain, ou en tout cas le jour, c'est moi qui vais cuisiner. Voilà. Tu n'as rien à faire. Tu vas passer l'après-midi à faire du shopping, tu vas t'amuser, tu vas au cinéma, tu vas voir quelque chose qui te plaît, une exposition, et puis le soir ce sera surprise. Et à ce moment-là, le mari qui, habituellement ne cuisine pas, pourrait très bien, comme on dit, faire un petit effort. Maintenant, il peut se faire aider, évidemment, en allant acheter certaines choses déjà toutes prêtes ou quasiment. Par contre, mettre la table, créer l'ambiance, on peut, on sort la belle vaisselle, on sort la belle vaisselle, on met une belle table. Alors, quelques petites règles comme ça. Bon, il y a des couleurs qui sont réputées être des couleurs froides. On va évidemment les éviter. Alors, les couleurs les plus chaudes qui avaient une très 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 grande importance dans les restaurants et qui sont passées un peu de mode parce que c'était il y a une vingtaine d'années, c'était toutes les couleurs de type saumon, rose, pêche, beige, rosé, etc. C'était des couleurs qui étaient extrêmement chaudes. Maintenant, elles sont malheureusement un petit peu passées de mode. On peut éventuellement privilégier les couleurs, disons, de l'amour, qui sont les couleurs très riches, des couleurs rouges, des couleurs fuchsia, des couleurs roses soutenues, à condition d'aimer. Et si maintenant on veut vraiment donner à sa soirée un ton extrêmement chic tout en étant très glamour, il y a des couleurs, disons, qu'on emploie parfois au réveillon, mais moi j'aime beaucoup, c'est le noir et l'or par exemple. Ce sont des couleurs qui donnent vraiment beaucoup de classe à une table. On peut très bien acheter quelques sous-assiettes dorées, avoir des nappes noires, des serviettes noires, et allier comme ça ces deux couleurs ensemble, ça peut donner quelque chose de très 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 joli à la table qu'on veut faire, bien entendu. Alors ça c'est au niveau, je dirais, de l'ambiance, une petite bougie, une lumière, disons, tamisée, une musique douce, une ambiance romantique, quoi. Une ambiance romantique, évidemment. On va tout à fait bannir les lumières crues, les couleurs bleues, les couleurs grises, les couleurs blanches, disons trop froides.
on va éviter, bien entendu. Hein. Ça, c'est pour ce qui est de l'ambiance. Alors maintenant, le choix du menu, le choix des plats. Alors, je vais vous faire, disons, un petit peu état de toute une série de produits, de substances et d'aliments. Voilà. On essaie de se bâtir un petit menu avec ça. Mais attention, quand on dit un menu, soyons clairs, il ne faut pas faire un menu de 10 services. Il faut faire un menu très simple. Un apéritif avec un petit grignotage, une entrée chaude ou froide, un plat et un dessert, c'est amplement suffisant. Éventuellement, on complète le tout avec une tisane appropriée ou un cocktail d'après-repas approprié, tout en sachant, attention, et nous en reparlerons, que l'alcool est un anaphrodisiaque, c'est-à-dire que c'est le contraire d'un aphrodisiaque. Ah, il y a des anti-aphrodisiaques. Il y a des anti-aphrodisiaques. Alors, il y a des anti-aphrodisiaques avérés, on en reparlera. Oui. Et puis, il y a des anti-aphrodisiaques, je dirais, dont on pense qu'ils sont anti-aphrodisiaques, mais ils ne le sont pas vraiment. En tout cas, ils n'ont pas d'effet plutôt. Revenons à ce qui nous intéresse. Les substances aphrodisiaques. Est-ce qu'il y en a qu'on peut trouver au supermarché chez nous qui sont accessibles facilement? Alors, il y en a bien sûr qui sont accessibles, et la première de ces substances, du moins c'est un aliment, c'est le chocolat. Alors, le chocolat, évidemment, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme... Le chocolat belge de préférence, mais enfin le chocolat noir aussi de préférence. Alors il y a dans le chocolat toute une série de produits. Il y a entre autres la fameuse théobromine qui est une substance qui procure du bien-être et qui rebooste le moral. Bon, hein, quoi de plus, quoi de mieux que cette substance-là qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais il y a également un acide aminé qu'on appelle le L-arginine qui lorsqu'il est donc dégradé lors de la digestion produit de l'acide nitrique et est un vasodilatateur. Ah. Alors, un vasodilatateur, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour les hommes, puisque ça va favoriser certaines réactions physiques attendues. Hein. Chez les femmes aussi, tu sais. Oui. Ah bon. Mais enfin, en tout cas, chez l'homme, ça marche. Hein. Voilà. En principe, ça marche. Alors, il y a un autre aliment qui est l'asperge. Alors, l'asperge, évidemment, on va me dire qu'on en trouve en principe qu'au printemps quand elle est européenne, mais on en trouve toute l'année de toute façon. En bocal aussi. En bocal, mais enfin, il vaut mieux de l'asperge fraîche quand même. Hein. C'est pas juste à cause de sa forme? Mais apparemment non, parce que les Romains, et on a l'air de prêter à Pline l'Ancien, qui était un scientifique romain, qui est devenu célèbre parce qu'il est mort lors de l'éruption du Vésuve, et c'est son neveu Pline le Jeune qui a décrit pour la première fois l'éruption du Vésuve de manière scientifique. Eh bien, Pline l'Ancien, qui était également botaniste, avait remarqué que l'asperge procurait une production de testostérone et que cette testostérone avait un effet boostant pour l'activité de l'homme lors des relations sexuelles. Il y a également les fruits de mer. Alors les fruits de mer, pourquoi? Parce que les fruits de mer contiennent de l'iode et du phosphore. Alors parmi les fruits de mer, il y a évidemment les coquillages, les crustacés, mais il y a également les huîtres, disons, qui sont depuis très 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 longtemps connus comme étant des aliments aphrodisiaques. Les huîtres. Les huîtres par excellence, qu'elles soient cuisinées chaudes, qu'elles soient servies froides, qu'elles soient servies le plus simplement du monde, c'est-à-dire nature, hein, ou bien avec un peu de poivre, ou avec une petite vinaigrette d'huître. Bon, là, il y a des partisans et des détracteurs de la vinaigrette d'huître. Il y a des gens qui vous diront que ça dénature tout à fait l'huître. Là, c'est vraiment une question de goût. Je pense qu'une très très bonne huître, disons, de noble origine, peut être consommée nature, ou avec éventuellement quelques gouttes de jus de citron si on aime. Et puis, bon, laissons à celui qui veut mettre sa petite vinaigrette d'huître le plaisir de la mettre. Ça, c'est une question de goût personnel. Coquillages et crustacés, donc oui. Les moules. Alors, les moules, bien sûr, ce sont des coquillages. Si on n'a pas... En spécialité belge et du nord de la France. Bien sûr, si on n'a pas envie de manger des huîtres parce qu'on n'aime pas le goût trop cru de l'huître, on peut très bien cuisiner des moules. Et alors surtout, on peut très bien faire des associations, et ça j'en reparlerai, de moules et d'épices par exemple. Là, toute une série d'épices sont réputées pour être des aphrodisiaques. Ben, il suffit d'associer les deux, et on a de toute façon à ce moment-là 2 fois la substance aphrodisiaque au sein du même plat. Et alors, Marc, il y a encore un autre produit apparenté qui est très aphrodisiaque, c'est le caviar. Alors, oui, c'est vrai? Ah oui. Le caviar d'esturgeon. Le caviar d'esturgeon, les œufs d'esturgeon, dont il existe bien sûr plusieurs variétés. Alors on peut supposer que le caviar avait aussi peut-être un effet aphrodisiaque en fonction de son prix. Bon, ça c'est ce que l'on voit, c'est sous l'angle sous lequel on le voit maintenant, et ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce qu'à une époque, le caviar était un produit qui était tout à fait banal, c'était un sous-produit de la pêche. Hein. Ce n'est que depuis un siècle ou deux que le caviar a trouvé sa lettre de noblesse, surtout en Europe.
Et aussi depuis qu'il n'y en a plus. Mais à une époque, le caviar était un petit peu un sous-produit, c'était quasiment un déchet. Mais ça n'empêchait quand même pas les Perses. Donc ce sont ces Iraniens actuels qui sont là au bord de la mer Caspienne où on trouve des esturgeons, d'appeler le caviar le pain des amants. Donc ils avaient déjà remarqué que le caviar en tant que tel était également un aphrodisiaque, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors ça, c'est au niveau des aliments, disons, qui sont réputés aphrodisiaques. Est-ce qu'il y a des viandes aphrodisiaques? Des viandes en tant que telles, il n'y en a pas. Au contraire, les viandes auraient plutôt, surtout la viande rouge, tendance à être un aphrodisiaque. Mais on oublie un point important, ce sont les légumes. Hein. Oui. Alors les légumes, là par contre, il y a toute une série qui sont vraiment réputés. Alors le plus connu de tous, je pense que c'est le céleri. Ah, oui. Alors le céleri est vraiment réputé pour être un aphrodisiaque. Bien sûr, j'ai cité l'asperge tout à l'heure, mais le céleri, c'est vraiment sous toutes ses formes, que ce soit le céleri vert, le céleri blanc, le céleri rave. Un petit waterzooi de pois. Un petit waterzooi de coquillages et crustacés, avec du céleri en majorité, et puis pourquoi pas mettre, une petite touche exotique avec une épice comme le gingembre, et là vous avez un plat tout à fait indiqué pour une soirée torride. Alors, autre légumes, ou en tout cas éléments végétaux, les patates douces, tiens. Les patates douces, les amandes, l'avocat, l'ail, et alors quelque chose qui était vraiment... L'ail également. Maintenant, vous avez... l'amour, ça plutôt. Mais, c'est-à-dire que ça dépend comment on fait. Ah oui. Si manger une gousse d'ail, seule la manger crue et l'avaler quelques minutes avant de vouloir faire plaisir à son ou à sa partenaire, ça peut être un tue l'amour. Maintenant, n'oublions pas que si tout le monde en mange, il n'y a plus de problème, ça c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'ail, ça peut se blanchir, ça peut se cuire, et qu'on évite à ce moment-là une bonne partie du désagrément, dû à l'odeur que l'ail peut laisser. Donc, maintenant, ce n'est pas forcément le jour de la Saint-Valentin qu'il vaut mieux manger un plat à l'ail, mais je vais dire que l'ail est un aphrodisiaque, ça c'est connu. Donc je disais, il y a également les amandes, et on remarque en fait que toutes les substances, tous les aliments qui contiennent une substance aphrodisiaque, elles le doivent au fait qu'il y ait des oligo-éléments. Hein. Dans le cas des fruits de mer, c'est dû à l'iode, dans le cas des amandes, par exemple, c'est dû au zinc et au sélénium, qui agissent de manière positive sur la libido. Alors, je ne sais pas, il y a les truffes également. Hein. Les truffes, ça c'est quand même connu que la truffe est un aphrodisiaque extrêmement important. Et je vais vous poser la question, Marc, de savoir, mais pourquoi est-ce que la truffe serait éventuellement un aphrodisiaque, tiens ? À cause de son prix. Eh ben justement, à une époque, les truffes étaient... Donc il faut dire qu'on récolte actuellement au grand maximum une 50aine de tonnes de truffes par an, et encore les années où ça va vraiment bien. Alors qu'anciennement, au début du XXe siècle, on parle d'une récolte de près de 2000 tonnes de truffes. Donc les truffes étaient beaucoup plus courantes à une époque qu'elles sont maintenant. Oui, tout à fait. Et leur prix était moindre au point que les truffes apparaissaient dans quasiment tous les grands plats de cuisine classique. Donc la truffe était beaucoup plus commune qu'actuellement. Donc ce n'est pas une question de prix. Qu'est-ce que ça pourrait être à ce moment-là ? Mais ce qu'il y a dedans ? Ah ben oui, bien sûr. Mais il faut réfléchir un petit peu. Comment fait-on pour récolter des truffes ? Bon, on les récolte de deux manières ou de trois manières. On creuse la terre. Il y a ce qu'on appelle un rabassier, qui est la personne qui déterre les truffes, et qui est aidé, soit, de son expérience, en observant une petite mouche qui se balade au-dessus de là où elle pousse. Au-dessus des truffières, mais il y a également le chien qui est dressé. Et il y a le cochon. Et c'est là que ça devient intéressant si on réfléchit un petit peu au cochon. Pourquoi est-ce que le cochon, qui est un petit cochon mâle en principe, va déterrer la truffe ? Parce que ça lui rappelle la femelle en chaleur. Ah, exactement. En fait, la phéromone de la truie en chaleur, et je ne voudrais vraiment pas faire une mauvaise comparaison, mais la phéromone de la truie en chaleur a une ressemblance avec l'odeur que la truffe dégage. Donc le cochon, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? Tiens, il n'y a pas loin, disons, quelqu'un qui peut m'intéresser. Hein, et alors, bon, il va déterrer la truffe en croyant qu'il y a autre chose en dessous de la terre. Bon, alors, de là à dire que l'homme, ou plutôt la femme, a une odeur de truffe, je n'oserais pas le dire, mais ce qui se passe certainement, c'est que nous sommes toujours stimulés par des phéromones, par des odeurs, mais que nous n'en avons vraiment plus conscience, ou que nous ne les ressentons peut-être même plus, autrement que de manière intuitive ou instinctive. Et par contre, le cochon, lui, en déterrant la truffe, lui, il sait très bien ce qu'il fait.
il y va pour de bonnes raisons. Donc Donc il n'y aurait rien d'étonnant à ce que, je dirais, certaines odeurs de truffe agissent sur l'être humain, je dirais de manière phéromonale, Okay. de manière phéromonale en fait. Donc une recette avec des truffes, c'est une recette cochonne. Ah ben disons qu'on pourrait aussi faire un rôti de porc aux truffes, pourquoi pas, hein, comme ça on met un petit peu de tout ensemble. Donc voilà ce qui concerne la truffe. Alors il y a les fines herbes et les épices. Alors au niveau des fines herbes, je rappelle que les épices sont en principe exotiques et que les fines herbes sont en principe indigènes. Nous avons le thym et nous avons la sarriette. Alors je vais vous faire une petite révélation ici. Il m'est arrivé professionnellement de servir une infusion de sarriette à un monsieur qui adorait la sarriette en infusion après chacun de ses repas, et je peux vous dire qu'il était père d'une famille très nombreuse. Alors, et ce n'est Il pas aimait beaucoup sa femme. Il aimait beaucoup sa femme. Eh bien, il y a des choses que je ne dirai pas ici parce qu'on ne peut pas le dire. Il aimait beaucoup sa femme, mais il avait en tout cas de nombreux enfants. Et alors, ça nous faisait toujours rire professionnellement parce qu'on disait, ah, ce sera encore une infusion saugée sarriette après le repas. Et effectivement, ça ne ratait pas. C'était la commande qui nous était demandée. Alors, il y a également, au niveau des épices, le clou de girofle. Il y a le gingembre qui est donc extrêmement connu. Il y a au niveau des herbes le ginkgo biloba. Il y a le ginseng, il y a également le café. Alors le café, on peut supposer que c'est grâce, ou en tout cas à cause de la caféine que le café contient, qu'il y a donc une stimulation. Et puis vous avez également toute une série, je dirais, de substances qui appartiennent également au règne végétal et qui sont des substances un petit peu moins courantes. Vous avez le fameux bois bandé. Alors le bois bandé, on le retrouve éventuellement dans certains bars à cocktails en infusion dans des bouteilles de rhum brun. Et on vous sert ça comme aphrodisiaque. En fait, c'est une écorce d'arbre que l'on met à macérer dans du rhum pendant 2-3 mois et qui est, paraît-il, un stimulant assez puissant, et ça vient des Antilles. Et puis vous avez le yohimbe, qui est également une écorce, mais là, africaine, que l'on consomme en infusion. Et puis vous avez l'aliment préféré des Schtroumpfs, Marc. La salse pareil. La salse pareil, exactement. Ah. Alors la salse pareil, c'est une espèce de liane, il y en a à peu près 350 espèces, et on la trouve, la salse pareil, aussi bien en Europe que dans quasiment toutes les régions du monde, et elle est même utilisée, la salse pareil, je dirais de manière tout à fait médicale, également en infusion ou en décoction. Ok, et le pili-pili? Alors le pili-pili, tout à fait, hein, pili-pili, piment de Cayenne et même l'épice reine qui est la cardamome sont également des substances qui sont réputées pour être des aphrodisiaques, de même que le safran. Donc je dirais finalement c'est un petit peu tout ce qui pique, tout ce qui chauffe, tout ce qui échauffe finalement est considéré comme aphrodisiaque. Donc le curry Alors, aussi? le curry bien entendu, Le poivre? à tort ou à raison, le poivre tout à fait. Ok. Hein, la cannelle, je ne sais pas si je l'ai cité, mais la cannelle est également considérée comme un aphrodisiaque. Donc on voit qu'on a vraiment là toute une série de substances qui peuvent être utilisées dans l'alimentation, que ce soit en dessert, que ce soit en plat, que ce soit éventuellement en infusion, que ce soit en épices, je dirais d'assaisonnement. On a vraiment le choix et on peut bien entendu les combiner parce que les effets sont des effets multiplicateurs. Plus on mettra de substances aphrodisiaques au sein d'un même menu, plus l'effet, évidemment, est supposé être garanti à la fin du repas. En tout cas, au moins, si on est dans le bon état d'esprit, qu'au niveau psychologique, on y est aussi. Évidemment. Est-ce qu'il existe des faux aphrodisiaques, des aphrodisiaques qu'on pense que c'est aphrodisiaque, mais en fait, c'est pas du tout? Tout à fait. Alors, il en existe quelques-uns, et on a prêté pendant très longtemps des vertus aphrodisiaques au concombre et à la courgette, sans doute dû à leur forme particulière, alors qu'en fait, apparemment, ces deux légumes ne stimulent absolument rien du tout, si ce n'est éventuellement l'imagination, mais rien, en tout cas, de point de vue physiologique, ça c'est clair. Et puis, il y a ce qu'on appellera les anaphrodisiaques, ça ce sont vraiment des substances qui vont agir contre le désir, contre la libido. Donc ils vont avoir un effet inverse. Un effet inverse. Alors, le plus connu, je pense que c'est plutôt l'alcool, hein. Okay. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre un verre d'alcool pendant un repas de Saint-Valentin, mais il faut en tout cas être très prudent. Alors, l'alcool, comme vous le savez, Marc, c'est un effet assoupissant. Comme on dit, un verre ça va, 2 verres encore, et puis bonjour les dégâts. Mais je crois que boire trop d'alcool va plutôt inciter
à s'étendre sur le canapé à ronfler plutôt qu'à passer aux choses sérieuses. En matière d'alcool, il y a un aphrodisiaque psychologique, au moins c'est le vin avec des bulles. Ah oui, il est clair que le champagne, lui, si on est raisonnable dans la consommation, il a toujours un effet boostant. Pourquoi? Parce qu'il a la réputation d'être associé aux grands moments de la vie. Hein. Il est associé au baptême des bateaux, il est associé au baptême des enfants, au mariage, et à toutes les expériences heureuses de la vie. Donc si on veut évidemment passer un bon moment, je crois que si on veut se contenter d'une seule boisson, il ne faut pas hésiter à boire un verre de champagne, une coupe de champagne. C'est vraiment prélude à toute une série de choses intéressantes par la suite. Oui, ça ira très bien en plus avec les huîtres. Ah ben voilà par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliment anaphrodisiaque? Ah ben écoutez, au niveau des aliments anaphrodisiaques, il y a également la laitue. Hein. Alors la laitue, la salade, bon, elle est vraiment réputée comme étant un anaphrodisiaque. Donc là, je pense qu'il est tout à fait déconseillé de vouloir manger un potage choisi le jour de la Saint-Valentin. Et également les viandes rouges. Alors les viandes rouges et les viandes grasses, pourquoi? Je pense qu'en tant que telles, les viandes rouges ne sont pas des anaphrodisiaques ponctuels, mais ce seraient plutôt des anaphrodisiaques sur le long terme. Pourquoi? Les viandes rouges sont réputées, comme d'autres produits, je dirais comme les fromages également, et comme les jaunes d'œufs par exemple, à contenir beaucoup de cholestérol. Et on sait que le cholestérol bouche les artères. Or, toutes les substances que nous avons vues jusqu'à présent avaient plutôt un effet vasodilatateur des artères. Donc, le fait de se boucher les artères plutôt que de les entrouvrir a forcément un effet contraire à celui qui est espéré. Donc, ne pas consommer trop de viande rouge et trop de viande grasse, je dirais, sur le principe, est peut-être une bonne chose si on veut garder ses performances très longtemps. Ce que j'ai entendu dire aussi, c'est de la part de ceux qui font du sport, c'est d'éviter de manger des viandes rouges genre steak avant de faire du sport parce que ça monopolise beaucoup de sang dans la zone digestive pour digérer. Oui, et en plus, il y a un désavantage. Ça fait moins de sang pour le reste. Oui, c'est que les viandes rouges contiennent davantage de purine et de substances qui finalement doivent être éliminées par les reins, contrairement aux viandes blanches qui en consomment moins, qui en contiennent moins, pardon. Et alors, on a oublié, Marc, la chose la plus importante, qui n'est pas vraiment un aliment, mais qui concerne quand même certaines personnes, c'est le tabac. Ah oui. Alors, le tabac, bien sûr, on ne le mange pas vraiment, mais le tabac, on le fume, et certains ou certaines en fument quand même pas mal et très régulièrement. Et le tabac est vraiment, disons, réputé pour agir contre les performances, surtout chez l'homme. Donc, bien sûr, une cigarette ne pose pas problème, mais fumer, je dirais, plus d'un paquet par jour, certainement, sur le moyen terme. Donc, voilà. Guy, d'une manière générale, tout ce qui se fume n'est pas vraiment aphrodisiaque. Voilà. Nous ne donnerons pas de conseils à ce niveau-là. Au contraire, non, évitez. Nous ne touchons pas à ce genre de choses, n'est-ce pas? Voilà, si vous voulez beaucoup de succès avec le sexe opposé et une descendance nombreuse, restez loin de tout ça. Mais il faut dire aussi, bon, moi je ne suis pas fumeur, donc j'en parle tout à fait à l'aise. Je dirais que entre la laine de l'ail et la laine du cendrier froid, je préfère encore la laine de l'ail. À tout à choisir entre deux mots, je choisirais encore le moindre si je devais faire ce choix-là. Et puis, nous allons parler maintenant, pour finir, de choses... Ça commence à faire longtemps, là. Ça fait un petit peu longtemps. De toute une série de choses qui sont extrêmement réputées comme étant aphrodisiaques dans le monde entier, mais que personnellement je ne conseillerais pas et auxquelles je ne suis pas prête à me soumettre. Nous avons, je dirais, la fameuse corne de rhinocéros. Alors la corne de rhinocéros, on sait les ravages que son appât suscite au niveau de l'Afrique, par exemple. On tue ces malheureux rhinocéros pour se procurer, je dirais, quelque chose qui est réputé comme aphrodisiaque, mais rien ne le prouve, évidemment, hein, et qu'on paye aux environs de 50 000 € le kilo. Alors, à l'origine, il paraît que c'était plutôt le pénis de rhinocéros qui était utilisé. Et puis, bon, comme la corne est quand même, à mon avis, plus facile à transporter, et plus facile à négocier, plus facile à râper, je suppose. Ça conserve plus longtemps. Et ça conserve plus longtemps, c'est elle qui est maintenant prisée, avec tous les dégâts que l'on connaît. Alors, bien sûr, c'est fameusement réputé, je dirais, dans la pharmacopée chinoise, et, disons, extrême orientale en général, de même que les ailerons de requin, qui sont également très réputés dans la cuisine chinoise, des véritables ailerons de requin. On sait également les ravages que ça fait, pourquoi on a déjà vu tout ça sur Internet,
on attrape, je ne vais pas dire ces malheureux requins, mais enfin malgré tout ils sont quand même malheureux dans l'histoire. On les attrape, on leur coupe les ailerons et puis on les remet à la mer. On les mutile, on les mutile et on les remet à la mer, je dirais, dans l'état où ils sont, tout en sachant que leurs plaies vont évidemment attirer des autres requins qui eux ne sont pas amputés, qui vont bien sûr les manger. Et d'autre part, même s'ils ne sont pas mangés par des congénères, le fait de remettre des requins sans aileron à l'eau, on les condamne à une mort certaine, donc ce serait quand même beaucoup plus logique, je dirais, de les tuer et puis de consommer la viande. On vous a donné toute la liste des choses qu'il faut manger à la place avant, là, donc. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mauvais aphrodisiaques? Alors, les mauvais aphrodisiaques, enfin en tout cas ils sont réputés, mais ce n'est pas dans mes tables de matière, c'est la soupe de chien coréenne. Il paraît que dans les restaurants coréens où on peut encore manger du chien, on en consomme encore jusqu'à 10 000 tonnes par an. C'est aphrodisiaque, ça. Et c'est très réputé, en tout cas c'est consommé dans ce but-là, il paraît que c'est sans égal pour ceux qui en mangent. Et alors du côté des Philippines et même de l'Afrique centrale, il y a ce qu'on appelle le balut, mais je crois que ce n'est pas limité aux Philippines et à l'Afrique. Alors le balut, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de canne ou de poule qu'on a couvé pendant 18 jours en principe, c'est-à-dire quelques jours en moins que le terme normal. On a donc un embryon de petit canard ou de poulet qui est encore entouré d'un peu d'œuf. Et alors on le cuit, on le poche comme s'il s'agissait d'un œuf dur, on les cale et on le mange salé. Bon, personnellement, c'est réputé aphrodisiaque. Personnellement, je ne suis pas très tenté par ce genre de repas. Et puis alors il y a toute la cuisine qui est réalisée à base des attributs virils de divers animaux. Le tigre bien sûr, mais bon évidemment on n'en trouve plus beaucoup. Mais le yak, les taureaux, par exemple, dont on fait toute une série de plats. Et je rappelle qu'il y a dans la cuisine espagnole, dans la cuisine italienne et même dans la cuisine belge des plats, et même si c'est le cas dans la cuisine française, des plats réalisés à base de testicules de taureau, et ce sont dans la cuisine bruxelloise les fameux Schuzels, dont la recette dit qu'en principe c'est du pancréas, mais on trouve également des recettes où on met réellement les animaux de taureau en œuvre. Et bien voilà pour tout ce qui est cuisine aphrodisiaque. Il ne reste plus qu'à vous donner prochainement une idée de menu avec quelques recettes toutes simples et nous en aurons terminé pour ce chapitre. Eh bien en tout cas merci Guy, on se retrouve la prochaine fois pour quelques idées de menu basées sur ces ingrédients. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration pour être un peu plus créatif cette année concernant votre repas de Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin. Alors, avant de nous quitter, je voulais vous rappeler que si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours prendre 5 minutes pour aller mettre une appréciation sur iTunes ou nous laisser un commentaire sur la page Facebook. D'ailleurs, je remercie Dunia qui la semaine dernière nous a laissé un gentil commentaire sur notre page Facebook. Elle nous a dit « C'est un plaisir d'écouter vos podcasts, ils sont d'une grande qualité et très instructifs. Merci ». Donc merci à Guy, surtout de nous apporter tout ce contenu instructif. Si vous voulez vous montrer votre reconnaissance, n'oubliez pas, venez poser vos commentaires sous l'article sur la page Facebook ou sur iTunes. Vous pouvez nous envoyer vos questions à questions@parlescuisines.com, questions au singulier @parlescuisines.com, et si elle en vaut la peine, on en parlera dans un prochain épisode. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir.